Les années sida, Frédéric et Valentine. Escapade sicilienne en famille. Juillet 1993. Les vacances scolaires avaient commencé le jeudi 8 juillet et ils avaient mis le cap sur la Sicile pour 15 jours. Leur avion avait décollé d'Orly un peu avant 14 heures et à 16h30, Frédéric récupérait la voiture qu'il avait louée près de l'aéroport de Palerme. Ils avaient ensuite rejoint l'appartement qu'ils avaient réservé pour quelques jours dans le quartier de Mondello, au bord de la mer pour les enfants. Ces derniers furent d'ailleurs ravis de pouvoir profiter de la plage de sable fin, bordée d'une eau tiède au dégradé de bleu, avant d'aller dîner. Le lendemain, ils prirent le bus pour aller flâner avec les enfants dans le centre historique de Palerme. Ils prirent le temps de découvrir le palais des Normands et la chapelle palatine. Juste en face se trouvait le parc Villa Bonanno, un des plus beaux parcs de la capitale sicilienne, avec ses beaux palmiers. Ils le traversèrent pour se rendre à la cathédrale, l'emblème de la ville. Le bâtiment était imposant. Malgré la difficulté avec un enfant de 3 ans, ils montèrent sur le toit, d'où la vue sur les montagnes et sur la ville était magnifique. Ils allèrent reprendre des forces dans un petit restaurant typique, à quelques rues de la cathédrale, dans une petite ruelle qui ne payait pas de mine. Juste à côté se trouvait la place Quattro Canti, la place la plus célèbre de Palerme, en plein cœur de la ville. Cette place octogonale offrait 4 belles façades concaves qui, à première vue, leur semblèrent identiques, mais elles étaient en fait toutes uniques, illustrant une ascension de la terre au ciel. Après avoir traversé la place Pretoria avec sa fameuse fontaine et le quartier Calça, un quartier authentique de la cité, ils atteignirent le jardin Garibaldi. L'ombre des grands arbres de cet endroit de verdure fut bienvenue. Ils eurent raison d'en profiter, car leurs pas les menèrent ensuite vers le Foro Italico, où casquettes et chapeaux furent indispensables. Ils finirent leur balade par la Villa Giulia, avec ses beaux palmiers et derrière laquelle se trouvait le jardin botanique. Ils reprirent le bus pour rentrer afin que Mélanie et Julien profitent de la plage et se détendent. Car si leurs parents pouvaient marcher des heures sans problème, c'était loin d'être le cas de Mélanie, qui néanmoins suivait sans trop de problème du haut de ses 7 ans. Quant à Julien, il valait mieux prévoir la poussette, car à 3 ans, ses petites jambes fatiguaient vite. La petite famille débuta sa 2e journée à Palerme par le marché de Ballaro, le marché emblématique de la ville, un endroit idéal pour découvrir les senteurs et les couleurs de l'Italie. Il permettait aussi de découvrir les petites ruelles, de boire un verre de jus d'orange de Lille. Ils y prirent même leur déjeuner avant de se diriger vers le magnifique théâtre Massimo Vittorio Emanuele, sur la piazza Giuseppe Verdi, dont le cadre les incita à faire une halte pour un verre et une glace pour les enfants. Ils continuèrent ensuite à pied vers le nord et arrivèrent sur la piazza Ruggero VII, où se trouvait le magnifique théâtre Politeama Garibaldi, avec son arche surmontée d'un char et de chevaux. Ils retrouvèrent ensuite avec plaisir la plage de Mondello et son cadre magnifique d'eau turquoise et de montagne. Les jours suivants, ils délaissèrent les transports en commun pour la voiture afin de visiter 2 villes à moins d'1 heure de Palerme. Ils commencèrent par Monreale, une petite cité perdue dans les montagnes avec une magnifique cathédrale d'architecture arabo-normande dont l'intérieur leur parut incroyable. Ils reprirent ensuite la route vers le village de Castellammare del Golfo, un petit village de pêcheurs dans lequel ils flânèrent. En se dirigeant ensuite vers la réserve de Zingaro, ils eurent la chance de trouver un superbe point de vue qui surplombait le village et son port. L'occasion de faire de magnifiques photos. La réserve de Zingaro était l'une des perles naturelles les plus admirées de Sicile. On n'y trouvait quasiment aucun ouvrage bâti par l'homme, à l'exception de quelques bâtisses rurales. Ils y suivirent un des sentiers côtiers qui partait de Scopello, et après le hameau inhabité de Sughero, ils découvrirent continuellement des merveilles de toutes sortes, s'arrêtant régulièrement pour admirer le panorama, mais aussi pour que les enfants se reposent un peu.
Le regard de Valentine se perdait parmi les nombreuses criques bleues d'un charme absolu, où les couleurs délicates des galets blancs contrastaient avec la roche rugueuse et la terre rouge. Elle fut particulièrement attirée par l'atmosphère du Borgo Cosenza, un lieu resté intact depuis des siècles et où elle pouvait s'imaginer voir sortir un berger ou un fermier. De là, ils redescendirent vers une des petites criques que Frédéric avait repérées pour pique-niquer. Ils firent finalement halte près d'une grotte toute proche, qui leur offrit une fraîcheur bienvenue, et où ils se reposèrent après leur repas frugal. À la Cala del Uso, les enfants s'en donnèrent à cœur joie dans les eaux cristallines cernées par les poissons. La température était idéale. Valentine avait prévu les brassards pour Julien et les masques pour elle et Mélanie afin d'explorer les fonds. Frédéric s'était posé sur la plage, regardant sa femme jouer avec les enfants. Il ne se lassait jamais de la contempler. Ils étaient mariés depuis 8 ans et ils n'avaient pas vu passer le temps. Comme ce jour de décembre 1984, la voir lui faisait toujours le même effet. Elle était toujours aussi belle. Comme si elle avait senti qu'il la regardait, elle se tourna vers lui et lui sourit. Elle ramena les enfants sur la plage pour les sécher et s'allongea ensuite à plat ventre près de lui. « Je te manquais, dirait-on. Tu sais bien que je ne peux pas me passer de toi. » Il l'attira à lui pour un baiser très salé. Le lendemain de cette randonnée, ils quittèrent Palerme pour Messine. Toutefois, ils firent une halte à Cefalù, une véritable petite pépite de l'île qui les charma. Bien connu pour sa cathédrale normande, cet ancien village de pêcheurs ressemblait à une forteresse, mais c'était aussi une petite station balnéaire dont le cœur historique s'avéra magnifique. Ils se baladèrent dans la vieille ville, se perdant dans ses ruelles, avant de se rendre sur la petite plage et d'aller piquer une tête dans l'eau turquoise. Avant de repartir vers Messine, ils montèrent jusqu'au temple de Diane et profitèrent de la vue imprenable de la baie de Cefalù, entourée de montagnes. Dans la ville porte d'entrée de la Sicile, ils avaient réservé un appartement où parents et enfants avaient des chambres séparées, comme cela avait été le cas à Palerme. Le couple voulait préserver son intimité et profiter l'un de l'autre pendant ses vacances. Messine méritait une visite, selon Valentine. Entre palais, églises et monuments, il y avait de quoi faire, même s'il ne restait que de petites nuances du passé glorieux de la cité, suite notamment au tremblement de terre de 1908 qui avait détruit toute la ville. Le centre historique avait été reconstruit au cours des années suivantes et avait retrouvé une nouvelle splendeur. Pour commencer leur découverte de la ville le matin du 14 juillet, ils laissèrent la voiture de location dans le parking proche du Duomo et montèrent d'abord jusqu'au sanctuaire de la Madonna di Montalto pour prendre des photos depuis un point de vue panoramique qui embrassait le port et le détroit de Messine. Ils redescendirent ensuite jusqu'à la Piazza Duomo et la cathédrale, le bâtiment le plus important et le plus célèbre de la ville, dédié à Santa Maria Assunta. La rénovation des années 1920, après le tremblement de terre, avait mis en lumière la beauté primordiale du Duomo et ses œuvres les plus anciennes, dont les mosaïques et les monuments funéraires précieux. Valentine montra à Frédéric l'élégant créneau au-dessus de la façade et les colonnes torsadées avec des motifs ornementaux entrelacés, et les figures de saints du portail, ainsi que l'orgue, le deuxième en Italie après celui de Milan et le troisième en Europe. Le plus remarquable se trouvait sur le campanile, puisque ce dernier possédait la plus grande et la plus complexe horloge astronomique mécanique du monde, construite par les frères Ungerer de Strasbourg. Ils eurent la chance de s'y trouver à midi. Valentine réservait une surprise à sa petite famille. Tous les midis, des automates se déplacent au son de l'Ave Maria de Schubert pendant près d'un quart d'heure, leur dit-elle. Les personnages en action rappelaient la guerre des Vêpres de 1282, un soulèvement populaire contre la domination féodale de Charles d'Anjou. Vous voyez le lion doré au sommet ? Il représente le peuple sicilien victorieux de Charles d'Anjou. Soyez attentifs. Lorsque l'horloge sonne,
le lion va rugir 3 fois en bougeant la queue. Et puis vous voyez le coq entre les 2 femmes, lui aussi il bouge. Les 2 femmes s'appellent Dina et Clarenza. Elles avaient aidé les hommes à défendre la ville. Elles aussi se déplacent. Quand vous allez voir le lion rougir, juste après, le coq va se déplacer en battant des ailes. Les enfants furent particulièrement attentifs et applaudirent joyeusement lorsque le lion, les 2 héroïnes et le coq se déplacèrent. Sur un autre côté du campanile, Valentine montra à Frédéric le planétarium représentant le système solaire. Juste au-dessus du planétarium, avec le soleil au centre et les 9 planètes qui tournent autour de lui, tu as la lune divisée en 2 hémisphères dorés et noirs pour indiquer les phases alternées de la planète. Et là, au-dessus de la porte, c'est bien un calendrier de la semaine, demanda-t-il. Oui, et à chaque jour correspond une divinité païenne, transportée en triomphe sur un char, chacun tiré par un animal différent lui aussi chaque jour. Les divinités changent à minuit, suivant le passage des jours de la semaine. Aujourd'hui, mercredi, le char est tiré par une panthère et conduit par Mercure. Je vois. Le jeudi, j'imagine que c'est Jupiter, le vendredi, Vénus, le samedi, Saturne, le dimanche, j'ai un trou. Lundi, ça doit être la Lune et le mardi, Mars. Alors, petite rectification, mon amour. Le dimanche, c'est Apollon et le lundi, c'est Diane. Mais tu avais presque tout bon. L'ange en marbre indique le jour avec sa flèche sur le quantième perpétuel. Et il y avait un autre calendrier de l'autre côté, à la même hauteur. Elle lui prit la main pour l'amener face à ce second calendrier. C'est un calendrier des âges qui représente les phases de la vie jusqu'à la mort. Tu as différents statuts, un enfant, un jeune homme, un guerrier qui incarne la maturité, un vieil homme et la mort, représenté par un squelette qui bat la mesure du cours de la vie avec sa faux. Ces statues se déplacent à chaque quart d'heure. Et juste au-dessus, je reconnais des scènes bibliques. Oui, et elles aussi varient selon le calendrier liturgique. Et comme en ce moment nous sommes dans la période de la Pentecôte à Noël, la scène représente la descente du Saint-Esprit, avec les 12 apôtres dans le cénacle autour de la Madone, et la colombe, symbole du Saint-Esprit, qui vole au-dessus d'eux. Non loin du Duomo, sur la place, il y avait aussi la fontaine d'Orion, une fontaine monumentale, en hommage au géant de la mythologie fondateur de la ville, lequel se trouvait d'ailleurs au sommet de la fontaine, avec son chien, et au-dessous, 4 angelots chevauchant des dauphins, des naïades et des tritons. Autour du grand bassin dodécagonal, 4 statues représentaient le Nil, le Tibre, l'Èbre et la Camaro. Ils rejoignirent ensuite l'église de la Santissima Annunziata dei Catalani, l'une des plus belles et anciennes églises de Messine, à 200 mètres de la Piazza del Duomo. « Pourquoi ce nom » demanda Frédéric. « Quel rapport avec les Catalans ?» Elle tient son nom de la période où elle avait été vendue par Pierre d'Aragon à des riches marchands catalans. Elle était alors devenue le siège de la confrérie de ces derniers. Comme tu peux le constater, elle est à plus de 3 mètres sous le niveau de la rue, en raison des creux continus provoqués par les tremblements de terre et les incendies répétés. Ils parcoururent de nouveau 400 mètres parallèlement à la mer pour arriver à l'église de Santa Maria degli Alemanni, dans la Via Sant'Elia. Cette église est vraiment différente de la précédente, constata Frédéric. Et, vu son nom, j'imagine que des germaniques sont reliés à sa construction. Élémentaire, mon cher professeur Hacheret. Elle a été fondée par les chevaliers teutoniques, et elle est en effet particulière, car c'est le seul exemple d'architecture gothique en Sicile. L'heure du déjeuner approchant, ils firent une pause pour se rafraîchir et se restaurer. Ils n'avaient que l'embarras du choix, et prirent finalement des arancini messinese et se régalèrent de cannoli en dessert. La petite famille remonta ensuite la Via Garibaldi le long de la mer jusqu'au Palazzo Zanca, siège municipal de la ville. Sur ces bas-reliefs, j'ai une impression de déjà-vu avec les 2 héroïnes. Ce sont les mêmes que sur l'horloge astronomique. Tu as l'œil, chérie, ce sont bien Dina et Clarenza. Et sur le pignon, tu as la reine de Peloro,
avec son trident, entre deux sirènes qui symbolisent le commerce florissant de la ville. Ils s'éloignèrent ensuite de nouveau de la mer en remontant la Via della Munizione vers le Monte di Pieta et son palazzo, un bâtiment historique élégant et raffiné avec un magnifique balcon baroque. Valentine emmena mari et enfant dans la cour pour leur montrer l'escalier pittoresque qui menait au cimetière de Santa Maria della Pieta. De là, ils redescendirent vers la Via Sant'Agostino, parallèle à la Via della Munizione, pour se rendre dans la Galleria Vittorio Emanuele Telso, seul exemple de bâtiment avec une galerie commerciale couverte attenante dans le sud de l'Italie. Les trois bras de la galerie convergeaient vers un magnifique dôme de verre. Après cette marche sous la galerie, qui leur offrit un peu d'ombre, il parvint au théâtre de Messine, le théâtre Vittorio Emanuele II, l'un des théâtres les plus importants. Il a été abandonné pendant plus de 50 ans après avoir été endommagé par le tremblement de terre de 1908, quelques heures après une représentation de l'Aïda. Il a été relancé en 1980, après sa restauration, avec ce même opéra de Verdi. En continuant leur exploration un peu plus loin sur la Via Garibaldi, ils arrivèrent au Palazzo della Prefettura, avec ses éléments typiquement Renaissance et de nombreuses touches néoclassiques et Art Nouveau. De la Piazza dell'Unità d'Italia, la grande place en face du Palazzo della Prefettura, en tournant le regard vers la mer, ils purent apercevoir au loin la Madonnina del Porto di Messina. Cette statue, située au bout du bras de San Raineri en plein centre de la boucle du port, est importante pour les habitants de Messine, relata Valentine. Elle accueille et bénit les navires entrant et sortant du port, et sa stèle repose sur la tour d'un ancien fort. Tout près, la fontaine de Neptune rappelait le style de Michel-Ange. Le dieu Neptune, sortant de la mer, y brandissait son trident, redouté, avec fermeté et vigueur, et conduisait, enchaînés, les monstres marins, Scylla et Charybdis. Ces sculptures de Neptune et Scylla sont des copies. Les originaux sont conservés au musée régional de la ville. Mais là, je crois que nos enfants en ont assez, et toi aussi, je présume. Si nous rentrions à l'appartement pour aller lézarder sur la plage. Très bonne idée, mon amour, répondit Frédéric en la soulevant de terre, sous le regard réjoui des enfants. J'ai en effet ma dose d'architecture et de sculpture pour aujourd'hui. Et plutôt que les sirènes du Palazzo Zanca, je préfère ma sirène à moi, tout aussi dangereuse que celle de la mythologie, puisqu'elle m'a envoûtée. Mais c'est la mienne, et je l'aime. Rien que ça. Je te le prouverai encore ce soir, quand les enfants seront couchés, ajouta-t-il plus bas. Pendant qu'ils étaient au nord de la Sicile, ils en profitèrent pour se rendre dans les îles éoliennes. Ils avaient prévu une excursion à partir de Milazzo. Ils prirent donc le bateau pour Lipari. La première chose qu'ils avaient vue depuis le bateau était le château qui surplombait l'île. L'endroit était incroyable. Ils se promenèrent dans la magnifique vieille ville dont ils arpentèrent les ruelles et entrèrent dans les petites boutiques. Lipari était aussi un lieu idéal pour les amoureux de la nature et les amateurs de randonnée, avec des plages parmi les plus belles d'Italie et des couchers de soleil époustouflants. Qui nous empêche d'y revenir, tous les deux en amoureux, émit Frédéric. Ça te dirait ? S'il s'agit de t'avoir pour moi seul, ne serait-ce que quelques jours, je suis partant. D'ailleurs, je vais inscrire cette destination dans mon agenda. Ils avaient ensuite navigué vers la chaîne d'îles volcaniques avant de se promener à Vulcano, où ils se posèrent à la terrasse d'un café. Cette courte pause leur permit ensuite d'entreprendre l'ascension du volcan d'un bon pas. En 1 heure, ils étaient arrivés au cratère. Après cet effort, Frédéric et Valentine emmenèrent les enfants sur une des 2 plages de sable noir pour se détendre dans la mer Tyrrhénienne. Être sur cette île me rappelle le film Vulcano avec Anna Magnani. Je n'ai jamais vu. En revanche, j'imagine que tu as vu Stromboli avec Ingrid Bergman. Celui-là, oui. Eh bien, quand Bergman a tourné Stromboli avec Roberto Rossellini, Anna Magnani, dont le réalisateur avait été le compagnon et le Pygmalion,
a décidé de se lancer dans un contre-projet avec le nom de cette île proche du Stromboli. Les enjeux étaient plus personnels que professionnels. Mais certaines séquences sont troublantes. Bien entendu, Vulcano n'arrive pas au niveau du film de Rossellini, mais Anna Magnani y est convaincante et certaines scènes sont réussies. Vulcano est le premier film à bénéficier de prises de vue sous-marines. Je suis plus sensible à la beauté de Bergman que celle de Magnani, mais je prends note. Avant de reprendre le bateau, ils passèrent devant les piscines de boue chaude. « Tu n'as pas envie de te détendre dans un bain de boue ?» demanda Frédéric. « Il paraît que c'est bon pour la peau et ça apaise des douleurs musculaires et rhumatismales. » Alors vois-tu, mon amour, au niveau muscles et articulations, tout va bien. C'est vrai que ça fait aussi une peau de bébé, mais je décline. « Pourquoi ?» s'exclama-t-il hilar, connaissant à l'avance les raisons. « Je n'ai pas envie d'avoir cette forte odeur de soufre sur mes vêtements et ma peau pendant plusieurs jours. J'ai déjà une peau de bébé, et surtout, je doute que tu aies envie de me faire l'amour avec cette odeur sur ma peau. Et ça, vois-tu, je n'ai pas envie de m'en passer. Vraiment. Ça me détend beaucoup, plus que ne le feraient les bains de boue. Pas toi ? Oh que si, et j'en redemande. » En redébarquant à Milazzo, ils récupérèrent leur véhicule garé dans un parking de la ville basse, dont le centre tournait autour de la Piazza Caio Duilio, près du marché aux poissons qui s'y tenait chaque matin, ainsi que du Palazzo Marchese Protto et de l'élégante façade de la Chiesa del Carmine, elle-même toute proche du Convento del Carmine, siège des bureaux municipaux. Ils prirent un peu le chemin des écoliers pour revenir à Messine, empruntant l'ancienne route royale, flanquée d'un palais majestueux, malheureusement en ruine, non loin de la nouvelle cathédrale. Au croisement avec la Via Cristoforo Colombo, ils aperçurent le Villino Greco de style Art Nouveau, avec ses décorations florales et ses motifs zoomorphes. Ils firent une courte halte sur la place devant l'église Santissima Trinita pour profiter d'un spectacle à couper le souffle. Milazzo s'offrait à eux dans toute sa splendeur avec sa citadelle et le croissant du promontoire, presque comme s'il s'agissait de peinture. Tu vois, là-bas, à l'ouest, la côte s'ouvre sur une belle bande de sable et une route côtière parallèle à la mer. Eh bien, cette route mène à la grotte de Polyphème, là où Ulysse a rencontré les Cyclopes. C'est vrai que beaucoup de lieux de l'Odyssée se trouvent en Sicile. C'était d'ailleurs le cas des îles Éoliennes, si je ne me trompe. Effectivement, c'est là qu'Éole a hébergé Ulysse et lui a donné une bouteille de vin en cuir, à l'intérieur de laquelle les vents contre la navigation étaient enfermés. Et que ces marins trop curieux ont ouvert, ajouta Frédéric, libérant les vents qui déclenchèrent une terrible tempête. Ils poursuivirent leur route vers le nord, jusqu'à la pointe la plus extrême de la péninsule. Ils laissèrent leur voiture pour se rafraîchir au bar voisin. Adossés au mur de la terrasse avec Mélanie, ils admirèrent la vue sur la baie de Sant'Antonio, une baie en forme de demi-lune, une sorte de piscine naturelle avec des fonds émeraudes et turquoises. Il semblait avoir été peint par la main experte d'un peintre un peu extravagant. Julien, lui, dormait dans la poussette. « Je ne sais pas pour toi, dit soudain Frédéric, mais cette vue me donne un sentiment de paix intérieure. »« Oui, moi aussi. Je pourrais passer des heures et des heures à admirer ce genre de vue sans jamais me fatiguer. » Julien s'était réveillé et ils avaient rangé la poussette dans la voiture, prenant à la place le porte-bébé de randonnée. En descendant une vingtaine de marches, ils atteignirent le sanctuaire de Saint-Antoine de Padoue, avec sa façade rose incomparable, entièrement construit à l'intérieur d'un rocher, autrefois utilisé par les pêcheurs et où le saint aurait trouvé refuge lors d'une tempête. En continuant à pied, ils entrèrent dans un chemin parmi des oliviers, des figuiers, des plantes et fleurs de diverses espèces, qui menait au bassin de Vénus, après une petite descente d'une vingtaine de minutes, avec des marches encastrées dans la roche. Chaque pas leur offrait de belles vues à photographier. La Piscina di Venere était un bassin naturel formé juste au point le plus extrême de la péninsule.
Ils y arrivèrent au moment où le soleil allait se coucher, entre les îles, leur offrant un spectacle saisissant. Ils s'arrêtèrent en revenant dans une trattoria sur la via Riccardo d'Amico pour dîner de plats typiques avant de rallier Messine. La journée du lendemain avait été moins fatigante. Ils avaient consacré leur matinée à Taormina, un petit village situé en hauteur qui leur permit d'apercevoir le mont Etna grâce à une météo favorable. Ils s'étaient ensuite perdus dans ces rues. Valentine, bien que passionnée d'histoire, épargna à son mari et à ses enfants les sites archéologiques antiques. Ils passèrent néanmoins par quelques lieux incontournables, comme le théâtre antique, la Piazza Nove Aprile, et surtout, ils se baladèrent sur le Corso Umberto. Mais la jeune femme avait réservé une surprise à sa petite famille. Un tour en hélicoptère autour de l'Etna, d'une vingtaine de minutes pendant lesquelles le pilote leur raconta l'histoire du volcan. Ils avaient ensuite déniché un bon petit restaurant avec une terrasse ombragée et à l'abri du vent, où ils se régalèrent de pâtes fraîches. Et si Frédéric, tout comme ses enfants, céda une fois de plus au tiramisu, Valentine craqua pour la mousse au citron. Son mari avait depuis longtemps repéré son goût pour cet agrume, car lorsqu'elle prenait une glace italienne ou un granité, c'était presque toujours au citron. Ils se dirigèrent de nouveau vers Messine et s'arrêtèrent au passage au sanctuaire de la Beata Vergine del Monte Carmelo, qui se trouvait près de l'ancienne Via Porta Imperiale. Ce sanctuaire avait la forme d'une croix grecque, avec des chapelles latérales et un intérieur décoré de marbre polychrome et de colonnes de marbre rose, surmontées de chapiteaux sculptés. La salle centrale avait une forme octogonale et était couverte par un dôme peint avec une fenêtre circulaire de chaque côté et surmontée d'une lanterne carrée. Mais leur objectif pour l'après-midi était le cap Faro, au nord de Messine, qui commandait l'entrée du détroit où deux courants opposés produisaient des tourbillons. On pensait autrefois que deux monstres marins redoutés, Scylla et Charybdis, vivaient dans ce détroit. Ils étaient arrivés à la pointe nord la plus extrême de la Sicile, dans le tronçon le plus proche de la Calabre, et là où le détroit était le plus étroit. Sais-tu que le détroit de Messine est l'un des rares endroits au monde où il est parfois possible d'observer le phénomène optique de la Fata Morgana? J'en ai entendu parler. C'est un phénomène optique qui résulte d'une combinaison de mirages. Oui, c'est ça. Il faut certaines conditions météorologiques. Ce phénomène se produit lorsqu'une couche d'air chaud se trouve au-dessus d'une couche d'air froid, créant ainsi un gradient de température qui dévie les rayons de lumière provenant des objets lointains. Valentine prit alors Mélanie par la main. « Mel, si tu regardes bien depuis cet endroit vers la Calabre, dit-elle en montrant au loin la pointe de la botte, tu vas peut-être apercevoir une ville suspendue entre ciel et mer, comme si elle flottait. C'est Villa San Giovanni. Il y a même un bateau là-bas, un pétrolier rouge, tu le vois? On a l'impression qu'il n'est pas sur l'eau, mais dans le ciel. » La fillette mit un certain temps, mais finit par voir le bateau. Elle tapa dans ses mains de joie. « On dirait qu'il vole dans le ciel, s'exclama-t-elle. Frédéric, lui aussi, avait vu et s'amusa de la réaction de sa fille. Julien, lui, ne voyait pas ce qui réjouissait tant sa sœur et ses parents. Il commença à gesticuler dans les bras de son père. Boudeur, il réclama à aller se baigner. « Nous allons y aller, mon poussin, rassure-toi, dit sa mère. » Cette bande de terre qui s'étendait pour séparer la mer Tyrrhénienne et la mer Ionienne leur offrait une vue spectaculaire, un fond marin principalement rocheux et riche en poissons, très propice à la plongée, mais aussi un grand nombre de belles plages de sable fin avec des eaux cristallines. Julien, ravi, put être à égalité avec sa sœur, ou presque, et oublia rapidement en l'éclaboussant de toutes ses forces qu'il n'avait pas pu voir le bateau qui volait dans le ciel. Cela faisait déjà 10 jours que la famille Hacheret était en Sicile, et de nouveau elle allait migrer, cette fois vers Catane et un nouvel appartement. Après avoir posé leurs valises, ils allèrent faire un tour. À quelques mètres du théâtre Bellini se trouvait l'artère principale de la ville de Catane, qui n'était autre que la Via Etnea. Longue de 3 kilomètres, cette avenue populaire était aussi l'un des meilleurs endroits de la ville
pour voir l'Etna encadré par des bâtiments. Elle était bordée de boutiques et très fréquentée car proche de la place de l'université. Les palais de San Giuliano et de l'université se faisaient face de part et d'autre. Cette via Etnea, centre névralgique de la ville, située au cœur du centre historique de Catane, servait de lien entre la Piazza Duomo et l'ancien Tondo di Oeni, mais elle divisait également la vieille ville en deux. Ils se rendirent ensuite à la Pescheria, l'un des lieux les plus addictifs de Catane, qui se trouvait également à proximité de la via Etnea. Il était juste 10 heures passées, l'heure idéale pour profiter de l'agitation des achats et des ventes, car ce marché avait tendance à être chaotique la plupart du temps et même désordonné, ce qui le différenciait du reste de la culture européenne, et là résidait le charme de cet endroit. Tout près de la Pescheria, dans le même centre historique plein de monuments de Catane, se trouvait la cathédrale, l'édifice religieux le plus important de la ville. Pour recharger leur batterie après leur visite, ils déjeunèrent dans une osteria toute proche, où ils se régalèrent de pâtes aux langoustines. Tout près, d'autres lieux intéressants dans le centre historique de la ville les attendaient, tels la Piazza del Duomo, avec en son centre l'élégante Fontana dell'Elefante, ainsi que la Fontana della Menano. Valentine prit Julien dans ses bras et Mélanie par la main pour les emmener tout près de la première, dont l'élément principal était un éléphant portant un grand obélisque sur son dos. « Regardez bien l'éléphant, qu'est-ce que vous remarquez ?» Elle mit un doigt sur sa bouche pour indiquer à Mélanie de ne rien dire. La fillette vint donner la réponse à l'oreille de sa mère. « Alors, Julien, l'éléphant te regarde, et qu'est-ce qu'il fait ?» Julien, un doigt dans sa bouche, scrutait l'éléphant. Frédéric savait où Valentine voulait en venir. Donner une petite victoire à son fils pour compenser par rapport à la veille. Il se rapprocha de l'oreille de l'enfant pour lui souffler. « Il te fait un beau sourire. » Julien regarda sa mère en tendant le doigt qu'il avait juste auparavant dans la bouche. « Il fait un sourire, dit-il tout joyeux. »« Mais oui, c'est bien ça. Bravo !» À quelques rues de la Piazza Duomo, ils finirent par trouver l'entrée du théâtre romain, construit avec des matériaux volcaniques provenant de l'Etna et conçu pour accueillir 5000 spectateurs. Sur le côté du théâtre, il y avait l'Odéon, une autre salle similaire mais beaucoup plus petite et construite pour accueillir environ 1500 personnes. Après une courte visite du théâtre et une bonne glace italienne, ils se promenèrent sur la Via Crociferi, où ils débusquèrent jusqu'à 5 églises différentes, d'où son autre nom de rue des Églises, ainsi que l'Arco di San Benedetto, que, selon la légende, les bénédictins auraient construit en une nuit, parce qu'on leur avait interdit de commencer la construction par crainte d'un tremblement de terre. De là, ils se rendirent jusqu'aux ruines de l'amphithéâtre romain de Catane, situé en plein centre de la ville, et qui était à l'époque l'un des plus grands amphithéâtres de l'Empire romain, pouvant accueillir environ 15 000 personnes assises et des milliers d'autres debout. Il ne restait de cette mégastructure qu'un fragment de la tribune. Tout le reste avait été préservé sous les constructions modernes érigées au fil du temps. Le lendemain de leur arrivée à Catane, le couple Hacheret avait réservé une excursion matinale en jeep sur l'Etna. C'était plus facile avec les enfants pour profiter de la nature à 2000 mètres d'altitude, entouré du paysage unique du volcan. Leur groupe, qui comprenait aussi un couple d'Allemands d'un certain âge, était accompagné de 2 guides. Luca et sa collègue Graziella, qui parlaient parfaitement français et anglais. Pendant l'ascension, un des 2 guides professionnels en apprit davantage à ses passagers sur l'histoire du volcan et son caractère exceptionnel. Valentine avait repéré que le couple d'Allemands avait parfois quelques difficultés avec l'anglais et proposa à Luca de poursuivre ses commentaires en anglais, et elle se chargeait de traduire en allemand pour les 2 touristes germaniques. Elle lui expliqua que ses enfants parlaient couramment la langue de Goethe et ne seraient pas gênés. Luca put d'ailleurs le constater lui-même, car Mélanie faisait déjà la conversation au couple, amusé par son bagou. Ils découvrirent d'anciens cratères éteints et d'anciennes coulées de lave et purent se promener sur les sentiers loin des circuits touristiques, profiter pleinement de la faune et de la flore.
Différents aspects du volcan avaient été mis en lumière, tels que sa nature et ses ressources, l'incroyable paysage qu'il offrait et ses imposantes coulées de lave qui avaient détruit des bâtiments et des routes. Les paysages étaient lunaires et une émotion inexplicable s'en dégageait. Ils avaient appris qu'il existait deux types de volcans, les premiers ayant un seul cratère et les seconds, comme l'Etna, ayant ce qu'on appelait des boutons de chemise, c'est-à-dire de multiples cratères lors d'une éruption qui se suivaient comme les boutons d'une chemise. Pour ce type de volcan, il n'y avait jamais deux éruptions au même endroit. Le groupe avait ensuite rejoint un point d'observation pour admirer le panorama sur la Caldera della Valle del Bove, la plus grande vallée située sur le versant est du volcan. Il avait ensuite fallu enfiler casques et lampes frontales pour s'aventurer dans un tube de lave afin de mieux comprendre comment les coulées de lave se formaient et se refroidissaient. Valentine, toujours aussi curieuse de tout, posa un tas de questions sur les lieux visités et de plus elle relayait celles du couple allemand. Le guide se fit un plaisir de répondre à cette magnifique blonde au sourire ravageur, ce qui rendit Frédéric un tantinet jaloux. Il ne semblait pas s'être rendu compte de l'intérêt qu'il suscitait chez la collègue du charmant Luca. Graziella avait, dès le départ, jeté sur lui un regard appréciateur, ce que Valentine n'avait pas remarqué. Ils avaient terminé par une dégustation de spécialités de l'Etna et de la Sicile, telles que vin, liqueurs, huile, miel de zafferana, crème sucrée, pesto salé, pistache de Bronte, etc., pendant laquelle Graziella pouvait un peu se détendre, le relais étant pris par les agriculteurs. Elle en profita pour s'accaparer Frédéric. Valentine jouait toujours son rôle d'interprète, traduisant cette fois de l'italien à l'allemand, sous le regard admiratif de Luca. Mais cette fois, elle repéra le manège de la jeune guide italienne. Elle était prête à bondir si jamais elle s'approchait un peu trop près de son homme. Ses yeux en disaient long. Cependant, elle n'eut pas à intervenir. Frédéric se chargea lui-même de tenir la donzelle à distance. Toutefois, Valentine resta sur ses gardes. Le chauffeur ramena le groupe à Catane, où les Français dirent au revoir aux deux Allemands. Ils se donnèrent rendez-vous pour dîner ensemble le soir même. Les Hacheret finirent leur après-midi par une pause verte dans les jardins de la Villa Bellini, un endroit tranquille où respirer de l'air frais, tout en dégustant un granité acheté à la pasticceria en face du parc. Avec plus de 70 000 mètres carrés d'allées, de fontaines, de beaux jardins et même d'aires de jeu, cet endroit était idéal avec les enfants. Les parents purent se poser sur les bancs en surveillant Mélanie, qui avait investi les jeux, et s'était même fait des copains avec lesquels elle baragouinait quelques mots d'italien. Julien s'était endormi dans la poussette. « Tu sais, j'ai bien vu ton regard lorsque Graziella s'est un peu trop approchée de moi tout à l'heure. Tu n'as rien à craindre. » « J'ai vu. Tu as bien géré la situation, mais je préférais garder un œil sur elle. Ceci dit, toi aussi tu attires les mecs comme le sucre attire les guêpes. Luca était carrément en extase devant toi. Mais il est resté respectueux. Il ne le resterait peut-être pas longtemps si tu restais coincé dans un ascenseur avec lui. Je préférerais rester coincé dans un ascenseur avec toi. Nous pouvons arranger ça dès notre retour, si tu veux. Fais attention, je te le rappellerai. En attendant, je ne laisserai pas une seule fille s'approcher de toi à moins d'1 mètre. N'oublie pas que j'ai pris des cours de kickboxing avec Natacha. Tu es à moi, rien qu'à moi, ajouta-t-elle en l'embrassant. Et toi, tu es à moi. Après une bonne douche, ils se préparèrent pour dîner avec le couple d'Allemands. Valentine s'était chargée de la réservation dans un restaurant qui lui avait été recommandé, servant de la nourriture sicilienne locale. Le lieu de rendez-vous était devant le Teatro Massimo Bellini. Lorsque Frédéric vit Valentine, il resta bouche bée. Elle avait revêtu une robe légère couleur émeraude, au décolleté plongeant en V, avec des bretelles croisées dans le dos et dotée d'un nœud à la taille derrière. Des sandales à talons noirs sublimaient ses magnifiques jambes, que Frédéric n'avait pas lâchées des yeux lorsqu'il l'avait suivie dans l'escalier le jour de leur rencontre. Il l'avait désirée dès ce moment.
avant de tomber amoureux de sa personnalité lors de la visite de son futur service. Il la désirait encore aussi intensément ce soir. Ses cheveux étaient ramassés dans un chignon tressé, et à ses oreilles, elle portait les pendants en émeraude et diamants qu'il lui avait offerts pour ses 30 ans. Ils retrouvèrent les Allemands au lieu de rendez-vous, et Valentine les amena jusqu'au restaurant, qui se trouvait en fait dans un appartement au premier étage d'un bâtiment historique du vieux Catane, avec un mobilier traditionnel, dont les tables pour le dîner étaient réparties dans les différentes pièces. Une délicieuse petite terrasse, pleine de verdure, de fleurs et de senteurs de jasmin, avait été aménagée avec beaucoup d'élégance et surplombait tout le monastère bénédictin. L'atmosphère de ce lieu était unique, chaleureuse et intimiste, presque magique. Le personnel était attentif et accueillant. La carte n'était pas très fournie, mais proposait une cuisine de grande qualité, qui revisitait la tradition culinaire sicilienne avec passion et originalité, avec des produits très frais. Des entrées au dessert, ce fut un triomphe de saveurs. Les œufs durs au Nero d'Avola étaient un enchantement, tout comme le touma au miel en entrée, le steak de thon, les exquises olives de Sant'Agata, le flan aux amandes et à la ricotta, ou encore la glace à la ricotta et au miel. Les plats étaient servis dans des céramiques de Caltagirone, de toute beauté. Le choix de vin était varié et cohérent, avec notamment un vin blanc local, frais et parfumé. La propriétaire, une architecte au goût très raffiné, leur raconta l'histoire et les caractéristiques des plats exquis qu'ils avaient dégustés. Valentine se chargea de traduire les propos de la propriétaire et d'expliquer le concept de ce restaurant particulier au couple d'Allemands. Le dîner fut aussi l'occasion de mieux faire connaissance. Hermann et Elke Meyer étaient de Hambourg. Lui était médecin généraliste et elle infirmière. Lorsqu'ils apprirent que Frédéric était infectiologue et professeur universitaire, et que Valentine était aussi infirmière, ils éclatèrent de rire. La coïncidence était cocasse. Ils s'étonnèrent de la maîtrise de leur langue par Valentine, comme celle de l'anglais et de l'italien. Force fut de leur expliquer une partie de son histoire. Ils se quittèrent non sans se promettre de se donner des nouvelles. Le lundi, la famille Hacheret remit ses valises dans la voiture pour aller les poser cette fois à Syracuse. Après une bonne heure de route, ils étaient arrivés. Après s'être installés dans leur nouveau lieu de villégiature, situé à l'extrême pointe sur l'île d'Ortigia, à 20 mètres de la plage de Calarossa et non loin du château Magnace, ils décidèrent d'aller faire un tour de la petite île qui abritait le centre historique de Syracuse, à laquelle elle était reliée par 2 ponts. Ils marchaient depuis à peine 200 mètres qu'ils se retrouvèrent devant la Fonte Aretusa, un étang semi-circulaire à quelques mètres de la mer, résultat d'une source d'eau douce où poussaient des papyrus et où nageaient des poissons. Les enfants s'amusaient à regarder les poissons quand leur mère leur expliqua qu'il y avait une légende autour de ce lieu. « Oh, raconte-la, maman » insista Mélanie. « Eh bien, c'est l'histoire de la nymphe Arétuse, dont la fontaine porte le nom. C'était une très belle jeune fille au service de la déesse Artémis. Le dieu Alphée n'arrêtait pas de lui courir après, mais elle ne l'aimait pas. Elle demanda alors à Artémis de l'aider à échapper à Alphée. La déesse l'a alors transformée en cette source sur la côte d'Ortigia. Mais malheureusement pour elle, Alphée s'est tournée également vers les dieux qui l'ont transformée en rivière. Ainsi, il a réussi enfin à réunir ses eaux avec celles de la source. « Bah, elle n'a pas réussi à s'en débarrasser alors, dit laconiquement la fillette. Eh non. Comme moi avec Kevin, il me suit toujours partout à l'école. Moi, je l'aime pas. » Frédéric était mort de rire. En continuant leur promenade, ils arrivèrent dans une jolie avenue bordée d'arbres face à la mer avant d'arriver à la Piazza Duomo, où se concentraient plusieurs grandes œuvres d'art. Ils commencèrent par la Cattedrale della Natività di Maria Santissima, avec sa belle et élégante façade baroque, contrastant avec un intérieur plus rustique, avec ses solides colonnes doriques incorporées dans la structure. La cathédrale avait été construite sur le temple préexistant de la déesse de la sagesse, Athéna. À sa gauche, un élégant palais baroque du XVIIe siècle
le Palazzo del Vermeccio, abritait la mairie de Syracuse. Une autre attraction de la place était l'église Santa Lucia alla Badia, dédiée au saint patron de la ville, avec sa belle façade élancée qui contrastait avec un intérieur plutôt pauvre, en dehors de l'inhumation de Santa Lucia par le Caravage. Mais Valentine entraîna son petit monde vers un autre lieu curieux sur la place, l'hypogée de la Piazza Duomo. C'était un chemin souterrain, composé d'une galerie principale qui reliait la place au Foro Italico et d'autres tunnels secondaires. Il remontait à l'époque grecque, mais avait ensuite été agrandi pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il avait été utilisé comme abri anti-aérien. Ils y avaient accédé par une petite ouverture le long du mur du jardin du palais de l'archevêque et étaient ressortis par le Foro Italico. Leur visite d'Ortigia s'était ensuite poursuivie en direction du temple d'Apollon, le plus ancien temple dorique de Sicile. Il leur fallut un peu d'imagination pour pouvoir imaginer ce qu'il était à l'âge d'or, car il n'en restait pas grand-chose. Ils étaient ensuite redescendus vers leur appartement et trouvèrent une locandiera où déjeuner à proximité du Palazzo Bellomo. Comme les enfants étaient fatigués, ils rentrèrent leur faire une sieste pendant les heures chaudes, leur promettant d'aller ensuite à la plage. Frédéric était ravi de l'aubaine. Il allait pouvoir profiter d'un peu d'intimité avec sa femme, qui n'eut aucun mal à convaincre. Elle avait le même projet en tête. Le moindre contact entre eux faisait toujours autant d'étincelles. Il l'embrassa dans le cou et son souffle chaud déclencha en elle des frissons de la tête aux pieds. Leurs langues se cherchèrent, se mêlèrent en un baiser profond. Ils avaient peu de vêtements à enlever. Les mains, la bouche de Frédéric explorèrent chaque centimètre carré de Valentine, qui se tendait vers lui tant le désir la tenaillait. Il l'avait amenée à un premier orgasme, avant de la pénétrer enfin pour un second, tout aussi intense. Ni l'un ni l'autre n'avait envie d'arrêter. La jeune femme ne voulait pas être en reste et désirait lui procurer autant de plaisir qu'il lui en avait donné. Et elle s'y adonna avec conviction. Leurs ébats ne cessèrent que lorsqu'ils perçurent que les enfants s'étaient réveillés. Comme promis, ils emmenèrent les enfants à la plage de Calarossa, toute proche, une très belle plage aux eaux turquoises mais très fréquentée. Il était donc difficile de se détendre, mais le couple n'en avait cure. Ils étaient là pour les enfants, pas pour un moment d'intimité. Pour ça, ils avaient déjà pris un acompte. Au retour, ils allèrent jeter un coup d'œil au Castello Maniace, d'où ils eurent de magnifiques points de vue. Le lendemain, ils se rendirent très tôt en voiture au parc archéologique pour éviter la foule. Il y avait pas mal de choses à découvrir sur ce site. Le théâtre grec, l'Orecchio di Dionisio, l'amphithéâtre romain et d'autres monuments. Le théâtre grec était le monument le plus spectaculaire, ainsi que l'un des auditoriums les plus grands et les mieux conservés. Construit dans la roche avec une forme semi-circulaire, il accueillait encore des spectacles. Non loin du théâtre, une petite route menait au Latomi, les anciennes carrières de pierre, utilisées aussi comme grenier ou comme une prison aux conditions invivables en été en raison de la chaleur excessive et du froid en hiver. La Latomi del Paradiso était sans aucun doute la plus intéressante, notamment pour la grotte artificielle baptisée Orecchio di Dionisio, du fait de sa similitude avec une oreille remarquée par le Caravage. L'amphithéâtre romain de forme elliptique avait quant à lui des dimensions monumentales. Sur le chemin du retour, ils avaient fait une halte aux catacombes qui se trouvaient sous la basilique San Giovanni. En effet, à l'époque romaine, il y avait une interdiction d'enterrer les morts chrétiens dans les limites de la ville, sise alors à Ortigia. Les catacombes avaient donc été la solution à ce problème. Dans ce labyrinthe souterrain complexe et fascinante, des familles entières avaient été enterrées dans des milliers de niches creusées dans le sol et les murs. Et ces catacombes étaient très convoitées, car il y avait le tombeau de San Marciano, le premier évêque de la ville, et tous les mortels ordinaires voulaient être à côté de lui. Ils étaient revenus sur l'île d'Ortigia pour la pause déjeuner et se rendirent sur le petit marché pittoresque qui se terminait par une partie de la Via Emanuele de Benedictis avec une succession d'étals colorés. L'après-midi, Frédéric et Valentine avaient prévu une visite en bateau de l'île et de ses grottes marines. Ils étaient partis des ponts d'Ortigia
et accédèrent au grand port de Syracuse et au magnifique front de mer Alfeo d'Ortigia. Ensuite, ils quittèrent le port pour faire le tour de l'île et admirer les monuments situés le long de la côte, avant de se diriger vers la côte nord de Syracuse pour aller voir les grottes remplies de stalactites et de stalagmites. Il y avait eu un arrêt pour une baignade avant le retour vers le petit port et le canal d'Ortigia qui séparait l'île de la ville. Ils avaient consacré les 2 jours suivants à visiter les villes baroques de Noto et Raguse. Ils avaient commencé par une petite balade dans Noto le mercredi. Les églises, les palais, les cathédrales, les rues et les ruelles témoignaient de l'architecture du baroque tardif, dont la ville était le plus bel exemple. L'essentiel des édifices intéressants se trouvait sur le Corso Vittorio Emanuele III, une rue piétonne et ombragée. Frédéric avait garé la voiture non loin de la Porta Reale, qui y donnait accès. En flânant jusqu'à la Piazza Immacolata, la Piazza Municipio et la Via Nicolacci, ils furent subjugués par la beauté des façades. Les balcons étaient ornés de magnifiques balustrades en fer forgé, avec de jolies sculptures d'animaux ou de personnages fantastiques, tels des sirènes, des singes, des monstres ou des chevaux. Après avoir déjeuné sur place, ils s'étaient rendus dans la réserve naturelle Cava del Carosello pour accéder au joli site des lacs d'Avola, avec ses cascades et ses piscines naturelles, par le sentier Scala Cruci, en moins d'une demi-heure de marche. Les enfants étaient ravis d'être en pleine nature, où leurs parents leur montrèrent la flore endémique, comme les orchidées, dont il y avait une trentaine d'espèces. Ils y virent aussi quelques chèvres sauvages, avant de se baigner jusqu'en fin d'après-midi. Ils avaient repris la route de Noto le jeudi avant de rejoindre Raguse. La route entre les 2 villages était sublime. Ils étaient passés à travers des paysages de montagne qui faisaient rêver et ils firent plusieurs petites pauses pour savourer ces paysages sublimes. Raguse, située au cœur de la vallée de Noto, immergée dans une région très riche en beauté naturelle et architecturale à visiter, sur les montagnes d'Iblei, était une ville baroque, incroyable et étonnante, divisée en une ville haute et une ville basse. Ragusa Superiore constituait la partie la plus moderne de la ville, également appelée la ville des ponts en raison de la présence de 3 ponts pittoresques qui s'élevaient au-dessus d'une vallée verdoyante. Il l'avait traversée d'un bout à l'autre, observant la Cava di Santa Domenica d'en haut, où il pouvait voir des sentiers, repérer d'anciennes cabanes en pierre et écouter le son d'un ruisseau caché dans la verdure. Ragusa Ibla représentait le centre historique de la ville. Il contenait un trésor d'une richesse extraordinaire avec la cathédrale de San Giorgio. La large rue qui y menait était légèrement en montée. C'est pourquoi, grâce à un savant jeu de perspective, la cathédrale pouvait être admirée dans toute sa grandeur, grâce aussi à son escalier majestueux. De la terrasse du charmant jardin ébléau, plein de plantes typiques de la région, qui surplombait la magnifique vallée, il put profiter d'une superbe vue panoramique. Le labyrinthe d'escaliers, de rues, de palazzi et de maisons offrait des vues vraiment uniques sur des paysages à couper le souffle, en particulier depuis les marches de Santa Maria delle Scale et de l'ancien quartier militaire d'Ibla. Ils avaient déjeuné dans un restaurant donnant sur la mer, à Marina di Ragusa, et emmenèrent ensuite les enfants se détendre dans la réserve de Randello, l'endroit idéal pour rester en contact avec la nature et profiter d'une mer claire et propre. Le 23 juillet, ils avaient quitté Syracuse avec leurs bagages et avaient pris la route du Capo Rossello à la découverte de la paroi rocheuse Scala dei Turchi, l'un des endroits les plus connus en Sicile. Et ils avaient découvert cette falaise de marne lissée et sculptée par le vent, avec ses cavités formant des fauteuils naturels idéaux pour se faire bronzer et admirer le panorama. Ils profitèrent de la petite plage de sable au pied de la falaise, d'une beauté à couper le souffle. Cette plage, difficile d'accès dans une petite crique abritée, était un petit coin de paradis pour les enfants. Ils avaient déjeuné dans la ville d'Agrigente, avant de se diriger vers la vallée des Temples. Ils avaient opté pour une visite guidée pour plonger dans l'histoire antique de cette région et de découvrir les 12 temples de la vallée. Ils furent heureux de se poser le soir dans un nouvel appartement en front de mer. Mais ce qui était le plus important pour Valentine dans cette journée, c'était le 39e anniversaire de Frédéric. Après le dîner en famille, au cours duquel elle lui remit son cadeau,
un séjour à Vienne en amoureux, Mélanie et Julien s'endormirent rapidement, pendant que leurs parents profitaient du balcon. Frédéric reçut ensuite un cadeau beaucoup plus intime. Le lendemain matin avait été consacré au parc archéologique de Sélinonte, une ancienne ville grecque articulée autour d'une vaste acropole. Les enfants avaient pu de nouveau profiter de la mer sur la plage Héracléa Minoa. Le dimanche matin, avec leurs valises dans la voiture, ils étaient allés faire un tour de la réserve naturelle de Punta Bianca. Il n'était pas très facile de s'y rendre. Il leur fallut avancer lentement en voiture le long d'un chemin de terre avant de continuer à pied. La beauté de cet endroit était due à la couleur blanche de la roche et sa forme ondulée, qui ressemblait à de la neige molle couchée sur la plage. Ils étaient totalement immergés dans la nature, entre falaises et mers limpides. Ils avaient repris leur route pour leur dernière étape, Trapani. Pour le déjeuner, ils firent halte à Sciacca, où ils firent un tour. De la porte San Salvatore, proche de l'église Santa Margherita, et de l'église Carmine jusqu'à la porte Palermo, ils purent constater que Sciacca était bien la ville de la céramique, qui ornementait les constructions, notamment celle de la Place Angelo Scandagliato, en terrasse face à la mer. Les tours, telles celles du Pardo et Campanari, témoignaient du passé médiéval de la ville. Outre son Duomo, ses palais, ses thermes, sa basilique et son château, Sciacca était surtout réputé pour son charmant port de pêche. Ce fut l'occasion pour la petite famille d'observer les bateaux et de voir les pêcheurs revenir de la mer. Ce fut d'ailleurs près du marché aux poissons qu'ils firent leur pause déjeuner. Ils avaient poursuivi leur itinéraire vers leur point de chute, mais à partir de Marsala, Frédéric avait emprunté la fameuse route du sel. Ce tronçon de route était bordé de marais salants qui offraient des vues magnifiques. Les étendues d'eau étaient divisées par de fines bandes de terre qui formaient une grille irrégulière avec des nuances distinctives. Le spectacle était impressionnant car c'était le moment des récoltes. Les teintes rosées de l'eau des différents bassins s'intensifiaient, tandis que celle de l'intérieur, asséchée, scintillait au soleil. Ils arrivèrent à Trapani en fin d'après-midi et prirent leur marque dans le dernier appartement de leur séjour. Le lendemain matin, ils flânèrent dans la ville, s'arrêtant pour visiter la cathédrale San Lorenzo, avant de se diriger vers le téléphérique pour monter au village médiéval d'Erice. Ils avaient préféré ce moyen car Erice faisait partie d'une ZTL, une zone à trafic limité, un périmètre réservé aux riverains et personnes autorisées. Ce petit village rempli d'histoire leur fit découvrir ses fortifications, ses palaces et ses monuments. Situé sur le mont San Giuliano, à 750 mètres d'altitude, il offrait un panorama superbe à 360 degrés sur la côte sicilienne. D'un côté, le golfe de Trapani, les marais salants et les îles Égades, et de l'autre, l'immense vallée de Valderice, Custonaci et la campagne de l'arrière-pays. Le temps superbe leur permit aussi de voir au loin l'Etna. Ils y avaient déjeuné et en avaient profité pour y goûter des arancini de différentes sortes. Comme fréquemment, Frédéric et Valentine emmenèrent les enfants sur la plage proche de leur appartement, après une sieste au moment le plus chaud de la journée, et profitèrent de ce moment d'intimité comme à chaque fois. Le lendemain, ils reprenaient l'avion à Palerme pour Paris, où les températures étaient beaucoup plus fraîches qu'en Sicile. Victoire était venue les chercher à l'aéroport et les avait déposés chez eux. Toutefois, elle avait aussitôt embarqué Mélanie et Julien, qui allaient passer quelques jours de vacances chez leurs grands-parents paternels. Leurs parents viendraient le week-end. Frédéric et Valentine ne reprenaient le travail que le lundi 2 août. Ils avaient donc 3 jours, rien que pour eux, avant de rejoindre leurs enfants à Hermanville. Seul le jeudi avait été ensoleillé, avec des températures estivales. En dehors de ce jour, ils avaient donc décrété de passer la majeure partie de leur temps au lit, comme des jeunes mariés.